Bonjour, chère communauté vétérinaire. Le 10 février 2024 entrait en vigueur le règlement sur le bien-être et la sécurité des animaux domestiques de compagnie et des équidés, que nous appellerons affectueusement R0.1 pour la suite. En complément au webinaire présenté en décembre dernier, nous voulons offrir dans cette capsule des précisions quant à l'application de R0.1 dans le cadre de l'exercice de la médecine vétérinaire. Je suis Catherine Monger, médecin vétérinaire conseillère en formation au MAPAC, et j'ai rencontré Dr Marie-Ève Lessard pour aborder les aspects de R0.1 qui touchent particulièrement les médecins vétérinaires. Bonjour Marie-Ève. Tout d'abord, peux-tu prendre quelques instants pour te présenter? Bien sûr, Catherine, je suis médecin vétérinaire, conseillère en bien-être animal et en réglementation à la Direction de la santé et du bien-être des animaux au MAPAC. Maintenant, pourrais-tu présenter notre sujet d'intérêt, le fameux R0.1? C'est un règlement provincial et c'est le MAPAC qui est responsable de son application. Donc, il découle de la loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal, la loi B3.1, qui est entrée en vigueur en 2015. Le R0.1, il remplace le règlement sur la sécurité et le bien-être des chats et des chiens qui était en vigueur depuis 2013. Donc, c'est un règlement qui vise les chats et les chiens, évidemment, mais aussi les lapins, les furets, les cochons d'Inde, les cochons de compagnie et les équidés. L'objectif premier du règlement, c'est d'améliorer le bien-être des animaux visés en améliorant leurs conditions de garde pour mieux répondre à leurs besoins, autant physiques que psychologiques. Et dans le cadre de leur pratique, rappelons que les médecins vétérinaires sont exemptés de l'application du règlement, excepté pour l'article 16 qui interdit certaines chirurgies. En parlant de chirurgie, on a beaucoup entendu parler dans les médias de l'interdiction du dégriffage. Mais peux-tu nous parler plus en détail de cette interdiction concernant les chirurgies? Oui, en fait, l'article 16 du règlement prévoit que c'est interdit de pratiquer ou de faire pratiquer la codectomie, la dévocalisation, l'essorillage, le dégriffage ou toute autre procédure chirurgicale qui vise à empêcher l'usage normal des griffes, à moins d'une indication thérapeutique. Donc, par indication thérapeutique, on veut dire pour traiter une maladie ou une blessure. Alors, c'est illégal pour le médecin vétérinaire de pratiquer ces chirurgies-là et c'est aussi illégal pour le propriétaire de faire pratiquer ces chirurgies. Bon, rappelons que, évidemment, c'est interdit pour le propriétaire de les pratiquer étant donné que ce sont des actes réservés à la pratique de la médecine vétérinaire. Et c'est une interdiction qui s'applique à toutes les espèces d'animaux de compagnie qui sont visées par le règlement, donc pas seulement les chats et les chiens. Est-ce que l'ordonnance d'un médecin humain peut justifier le dégriffage d'un chat pour protéger la santé de son propriétaire qui serait hémophile, par exemple? Non, en fait, ça ne répond pas à ce qu'on entend par indication médicale thérapeutique, parce que c'est pas pour soigner l'animal à ce moment-là qu'on ferait la chirurgie. Et y a-t-il une période de grâce? Donc, est-ce que les médecins vétérinaires qui auraient pris des rendez-vous avant le 10 février peuvent les honorer après? Non, en fait, depuis le 10 février, c'est interdit de pratiquer ces chirurgies. Un autre changement important est l'ajout de l'examen vétérinaire obligatoire avant l'accouplement des chats et des chiens. Peux-tu préciser ce que ça implique? Par exemple, est-ce qu'on doit prévoir des procédures diagnostiques? Est-ce qu'il y a des tests génétiques, des radiographies, d'autres procédures obligatoires? Oui, en fait, l'article 49 du règlement, il prévoit que si une personne fait accoupler un chat ou un chien pour la première fois, dans le cadre d'activités commerciales de reproduction ou d'élevage, elle doit le faire examiner par un médecin vétérinaire avant de le faire accoupler. Quand on parle d'activités commerciales de reproduction, on fait référence au fait de faire naître, grandir ou élever des animaux pour la vente, donc il y a une notion de rétribution. Ou encore, on pourrait offrir un service de géniteur aussi contre rétribution, donc il y a échange d'argent. On parle autant d'un éleveur qui aurait 10 reproducteurs que d'une personne qui a décidé d'avoir une portée avec sa chienne pour vendre les chiots juste une fois. Donc, le médecin vétérinaire, il doit examiner l'animal et s'il juge que la reproduction est contre-indiquée, soit parce que ça représente un danger pour la santé de l'animal ou encore parce que l'animal qu'il a examiné présente des anomalies physiques ou comportementales importantes qui mettraient à risque la santé de sa progéniture, à ce moment-là, le propriétaire doit faire stériliser son animal à l'âge qui est recommandé par le médecin vétérinaire. Donc ici, on parle de problèmes évidents qui sont faciles à détecter lors d'un examen physique général. Évidemment, le médecin vétérinaire
peut toujours prescrire des examens complémentaires, par exemple des radiographies des hanches, mais il n'est pas obligé de le faire en vertu du règlement. Est-ce que le médecin vétérinaire devra fournir à ses clients qui font de l'élevage un document d'attestation pour confirmer qu'un chat ou un chien est apte à la reproduction? Non, en fait, il n'est pas non plus question de fournir une certification qui atteste que l'animal est apte à la reproduction. Donc, l'esprit de l'article 49, c'est vraiment de prévenir la reproduction des animaux pour lesquels c'est évident que la reproduction est contre-indiquée. Donc, le médecin vétérinaire fait sa tenue de dossier comme d'habitude. Oui, tout à fait. Dans le fond, si le médecin vétérinaire recommande que l'animal soit stérilisé, mais c'est vraiment important de l'écrire clairement dans le dossier puis d'écrire clairement aussi l'âge auquel cet animal-là devra être stérilisé. Et combien de temps le propriétaire de l'animal doit-il prévoir entre l'examen vétérinaire obligatoire et le moment de l'accouplement? Le règlement ne prévoit pas de délai précis entre le moment où la consultation est faite et le moment où le chat ou le chien sera accouplé. Donc, une chienne aurait pu être vue, par exemple, à 12 semaines et accouplée à 24 mois, et ce serait conforme à l'article 49. Mais c'est toujours mieux tout de même que l'examen soit fait au moment où l'animal est mature sexuellement, parce que ça permet au médecin vétérinaire de faire une meilleure évaluation. Et qu'en est-il de l'animal qui aurait déjà été accouplé avant l'entrée en vigueur du règlement? Est-il quand même visé par cette nouvelle obligation? En fait, dans le cas où le propriétaire a déjà fait reproduire son animal avant la mise en vigueur du règlement, si l'animal n'a jamais été examiné par un médecin vétérinaire, à ce moment-là, il devra être examiné avant le prochain accouplement. Question de rendre ça encore plus concret. Peux-tu donner un exemple de situation pour laquelle un médecin vétérinaire pourrait ne pas recommander l'accouplement? Ça reste toujours au jugement professionnel du médecin vétérinaire, mais si j'avais un exemple à donner, ça pourrait être un bulldog anglais très, très anxieux en consultation, qui a des problèmes de comportement à la maison, puis qui présente aussi des entropions, une sténose sévère au niveau des narines, puis une élongation du palais mou. Dans ce cas-là, ce serait peut-être un candidat qu'on préférerait ne pas reproduire. Et dans une telle situation, que doit faire le propriétaire de l'animal? À ce moment-là, le propriétaire doit le faire stériliser à l'âge qui a été recommandé par le médecin vétérinaire. Évidemment, il peut aller chez le médecin vétérinaire de son choix, mais il doit respecter la recommandation de stérilisation. R0.1 aborde aussi l'euthanasie. Peux-tu expliquer les changements, s'il vous plaît? D'abord, l'euthanasie par inhalation, donc quand on parle de cabinet d'euthanasie ou encore de chambre à gaz, mais désormais, c'est interdit pour tous les animaux domestiques de compagnie. L'autre nouveauté, c'est que les détenteurs d'un permis du MAPAC, donc qui a un permis du MAPAC, là on parle des lieux de recueil ou des refuges pour les chats, les chiens et les équidés. On parle aussi des propriétaires ou gardiens de 15 chats ou chiens ou plus. Donc, les détenteurs de permis devront faire pratiquer les euthanasies par un médecin vétérinaire ou sous sa supervision. Dans le cas des refuges, le médecin vétérinaire peut élaborer un protocole d'euthanasie pour déléguer l'acte d'euthanasie à des techniciens en santé animale ou à d'autres personnes qui sont autorisées par règlement. Donc, il pourrait choisir d'exercer une supervision directe, indirecte ou à distance, tant qu'il demeure disponible pour intervenir dans un délai raisonnable si c'est nécessaire. Donc, s'il doit intervenir en cas de problème, mais il agit selon son jugement. Dans certains cas, une intervention par télémédecine, c'est suffisant. Puis dans d'autres cas, il pourra avoir à se déplacer. Pour nous rafraîchir la mémoire, peux-tu nous rappeler les exigences qu'avaient les médecins vétérinaires avant l'entrée en vigueur de R0.1 et qui demeurent? En ce qui concerne le signalement, je peux rappeler que la loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal oblige les médecins vétérinaires qui sont inscrits au tableau de l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec à lever leur secret professionnel et à signaler au MAPAC les situations qu'ils constatent dans l'exercice de leur profession et pour lesquelles ils ont des motifs raisonnables de croire qu'un animal subit ou a subi des abus ou des mauvais traitements ou encore qu'un animal est ou a été en détresse. Donc, si vous avez des questions en lien avec l'obligation de signalement, là, je vous invite à consulter le guide de signalement obligatoire pour les médecins vétérinaires et les agronomes qui est disponible en ligne. Est-ce qu'un médecin vétérinaire a l'obligation de signaler un animal qui a subi une chirurgie prohibée? Mais si le médecin vétérinaire a des bonnes raisons de croire que l'animal a subi des abus ou des mauvais traitements, ou qu'il a été en détresse, comme on le disait un peu plus tôt, par exemple, le propriétaire aurait tenté de faire lui-même la taille d'oreille sans anesthésie, mais le médecin vétérinaire doit le signaler au MAPAC.
Dans le cas où le médecin vétérinaire a des raisons de croire qu'un collègue vétérinaire effectue des chirurgies qui sont interdites par le règlement, il faut savoir qu'en vertu du Code de déontologie vétérinaire, c'est dérogatoire à la dignité de la profession de ne pas le signaler à l'ordre. Donc, dans ce cas-là, le médecin vétérinaire n'a pas à obtenir l'autorisation de son client pour faire un signalement à l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec. Est-ce qu'un médecin vétérinaire doit détenir un permis du MAPAC dans l'exercice de ses fonctions? Non, en fait, il n'y a pas à détenir de permis dans l'exercice de ses fonctions. Par contre, si l'établissement vétérinaire offre, par exemple, des services de pension pour plus de 15 chats ou chiens, mais sans leur offrir de soins vétérinaires, sans par exemple, administrer des médicaments ou exercer une surveillance particulière pour une condition médicale X, à ce moment-là, le médecin vétérinaire doit se procurer un permis du MAPAC pour la garde de 15 chats ou chiens ou plus. Et pour conclure, peux-tu nous rappeler les éléments essentiels que tu souhaiterais que les médecins vétérinaires gardent en tête à la fin de l'écoute de notre capsule? Je dirais d'abord, le médecin vétérinaire est exempté de l'application du règlement dans l'exercice de ses fonctions, sauf pour l'article 16, donc qui concerne l'interdiction de pratiquer les codectomies, la ventriculocordectomie, le dégriffage et l'essorage. Ce que je dirais aussi, c'est que rappelons que l'examen vétérinaire est obligatoire avant le premier accouplement, puis une fois par année à partir de l'âge de 7 ans si l'animal continue à être en reproduction. Et ça, c'est dans le cadre des activités commerciales de reproduction ou d'élevage. Le médecin vétérinaire n'a pas d'obligation d'émettre un certificat ou une attestation d'aptitude à la reproduction. Par contre, il faut penser à mettre une note claire au dossier dans le cas où c'est recommandé de ne pas faire reproduire l'animal. Puis il faut écrire aussi à quel âge on recommande la stérilisation, le cas échéant. Merci beaucoup, Marie-Ève, pour ces explications. Ça m'a fait plaisir, Catherine.